Quand le dernier voyageur fut dans le train, le flic me fit signe de le suivre dans un autre bureau. Tout en toisant cet arabe vêtu d'un gilet afghan, aux cheveux longs et bouclés, aux airs de baba cool, se traînant nonchalamment en sabots suédois sous une paire de jeans. Il dit « Vous n'avez pas l'air content. » « Il n'y a pas de quoi l'être, lui répondis-je. « Nous ne faisons que notre devoir, dit-il. Dans ma peau d'arabe, à chaque poste frontière, je m'en aperçois de votre sens du devoir, dis-je. Il prit mon document de voyage et commença à le feuilleter. Pas une seule page où il ne se trouvait des visas ou des cachets d'entrée. En France, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Benelux, Yougoslavie, Bulgarie et autres pays arabes. Il manquait celui d'Allemagne de l'Ouest, où, à la frontière de Bâle, m'étant refusé l'entrée sans le visa imposé aux Arabes depuis l'affaire des Palestiniens aux Jeux olympiques de Munich en 1972, je retournai une centaine de mètres, puis entrai en autostop dans ce pays, et sans le fameux sésame au nez et à la barbe de la Polizei. « Vous êtes un voyageur, observa-t-il sur un ton mi-figue mi-raisin. Il me démangeait de répondre à ce flic que mon aïeul Ibn Battuta me fit don de sa passion des voyages. Seulement, qu'entendrait un poulet français qui volait à peine jusqu'à son perchoir, à ce grand explorateur berbère ayant parcouru au XIVe siècle des dizaines de milliers de kilomètres. Au lieu, un ton moqueur, je me contentais de le flatter en disant « Les Français disent que les voyages forment la jeunesse. Je fais mon apprentissage. » Seulement, en ces milieux des 70s, si cela restait compatible avec les Occidentaux, elle ne l'était pas avec les Arabes, en particulier ceux d'Afrique du Nord qui, en émigré, venaient laisser leurs forces dans les travaux manuels et cracher leurs poumons dans les mines de fer, de charbon et de houille, des longues vies et du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Cela n'était pas courant de voir un Arabe sur les routes européennes en sac à dos et en écharpe indienne, que les Blancs-Becs interprétaient comme étant une anomalie, et l'air de tenir le petit malin, il me demanda « Et monsieur, où trouve-t-il l'argent pour ses voyages ?» Cette question ne fut ni innocente ni anodine. Citoyen du Maroc, pays du cannabis, la question ne se posa pas par hasard et je devinai les pensées du flic. And the story is the same one, disait Neil Diamond. À chaque poste frontière, à chaque contrôle de police, hormis l'immigré classique, le Marocain aux cheveux longs était obligatoirement mêlé ou consommé de la drogue. Et s'ensuivait ce passage au peigne fin à la recherche de la substance, d'une sepsie, d'un chilome, d'un calumet, d'une seringue, d'un papier à rouler, d'une adresse ou un quelconque indice. En le gagnant honnêtement, lui répondis-je, sachant ne pouvoir convaincre un poulet ayant déjà porté son jugement, posé son diagnostic. Il s'assit et tapota du seul index sur le clavier d'un autre ordinateur. À sa grande déception, s'afficha à l'écran sans que figurât mon nom parmi les criminels ou les trafiquants de stupéfiants, pas plus que je fusse membre du clan de Medellín ou de Ben terroriste. L'étape suivante, il m'intime alors de vider mes poches et d'en poser le contenu sur le bureau. À ce moment, il se rappela un gallinacé de la même basse-cour,
à qui il fait appel, lequel, en civil, dans son complet bleu, le visage sec, les yeux noirs dans le sens entier du mot, ne tarda à se présenter sur les lieux. Ils échangèrent quelques paroles à voix basse, puis, celui en civil, prenant des grands airs, chercha à m'intimider dans ce qui lui restait de langue arabe. Accent babloued, cette vieille casbah algéroise. Je reconnus en lui un pied noir d'Algérie. Il ne parlait pas mieux arabe que moi le chinois. Plutôt amusé, je lui conseillai de cesser de matraquer la langue d'Avicenne et de parler en français, précieux legs de la colonisation. En présence de son compagnon de basse-cour, ce conseil eut l'effet d'une insulte. Il m'aurait giflé, torturé à mort comme l'auraient fait ses parents et grands-parents en ces temps des colonies. Dans le regard plein de haine qu'il me lança, je crus lire « Rira bien qui rira le dernier, mon petit salaud » et de me demander sur un ton autoritaire et hautain « Où et chez qui allez-vous en France ?» À Lyon, dans la famille d'un ami, lui répondis-je. Se fiant à mes apparences, imaginant que je me rendais chez un dealer, il demanda encore « Et que fait cet ami, chez qui vous vous rendez ?» « Il est vétérinaire, répondis-je, et de poursuivre en désignant le bureau où étaient éparpillées mes affaires, l'adresse et le numéro de téléphone de sa clinique figurent sur sa carte de visite. Il prit la carte de visite, y jeta un rapide coup d'œil avant de la reposer et se saisir de la liasse de billets de banque. Il compta l'argent puis me lança. « Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas volé cet argent ? Et qu'est-ce qui prouve que je l'ai volé ?» Telle fut la réponse du berger à la bergère, emballée dans la tonalité d'un ras-le-bol de ces mêmes questions stupides, usées, rouillées, hors d'usage. Il reposa les billets et, comme le fit son collègue avant, prit mon passeport dont il feuilleta les pages avec beaucoup d'attention. Puis, quand ce fut le tour de mon carnet d'adresses, « Ah, vous connaissez des gens à Amsterdam » s'écria-t-il. Amsterdam, cette ville de Hollande qu'on baptisait Carrefour de la drogue, représentait pour lui ce premier indice d'une investigation le menant au démantèlement d'une organisation criminelle, ayant des ramifications de par le monde, et il en salivait déjà. Je le voyais arriver avec ses grands sabots, et cela me fatiguait, alors d'en rajouter une dose. « Est-il interdit d'en connaître ?» lui répondis-je, « et si vous y tenez ?»« J'en connais bien d'autres, à Rotterdam, Leiden, Den Haag, Breda, Gouda, Groningen, Roosendaal, Noordwijk. »« Ça va, m'interrompit-il. Dès lors, et jusqu'à la moindre couture, mon bagage fut soumis à la fouille. Bientôt, la pièce se transforma en un cabinet médical où, à la culotte près, je me retrouvai en tenue d'Adam. Il faillit repasser au fort grossissement chaque poil, chaque pli de ma peau. L'examen fut si approfondi qu'à un moment ils crurent, hormis la piste hollandaise, discerner cet autre indice qui m'identifiait en accro ou en junkie. Comme des millions de citoyens de l'univers, sur mes bras persistaient les cicatrices d'anciennes vaccinations de ces temps où sévissaient les épidémies, et longtemps ils tentèrent de me faire avouer qu'il s'agissait de traces provenant d'injections de drogue dure. Toutefois, leurs efforts ne furent pas vains, car ils s'assurèrent de ma religion en observant qu'il manquait le prépuce à ma zibounette tranchée lors de la circoncision. Dans le regard, dans le geste, je pensais si haut et fis tout pour leur faciliter l'interprétation de ces mêmes pensées, si évidentes que les cervelles de gallinacés pouvaient comprendre aisément et sans avoir recours au dessin ou,
selon la perméabilité de la peau du crâne au marteau-piqueur. Obstiné à me faire regretter mon insolence, se continua l'interrogatoire où, à la tournure près, revenaient les mêmes questions qui me rappelaient les sévices d'un interrogatoire agrémenté d'un coup de pied au tibia et de propos racistes endurés un jour durant à mon retour de Hollande dans une gendarmerie puis dans une prison au Sainte-Marie-de-la-Mer dans le sud de la France, où mon bourreau ne fut autre qu'un méchant gendarme d'origine pied noir. Maroc-Hollande, quelle connexion pouvait-il y avoir autre que celle du hashish? Croyait-il dur comme fer? Et en moi, il voyait à tort ce revendeur de drogue accomplissant ses affaires avec les nombreux touristes allemands qui convergeaient sur le Midi, et avec lesquels, selon lui, j'avais déjà eu des contacts, et en tant que bougnoul, je continuais à leur raconter des salades. Mais, en ce moment, et ici en gare de Genève, autre intelligence que celle d'un poulet m'aurait relâché et permis de continuer mon voyage sans même avoir recours à un détecteur de mensonges ni me tâter le pouls. Mes réponses, les nuances inchangées sur mon visage et surtout mes airs d'un je m'en foutiste criaient mon innocence, seulement ils avaient leur idée. L'instant qui suivit, l'un d'eux sourit à l'autre, ils se comprirent. À ce moment, me souvenant de l'heure du départ du train, en un mouvement, je me retournai et mon regard s'en alla sur le quai. À peine aperçus-je à travers une vitre l'arrière du train déjà élancé. Feignant les innocents, les poulets en complices criaient victoire contre cet étranger coupable d'être né au Maghreb. Sans même l'interroger, celui en uniforme dit « Vous prendrez le prochain train ». J'avais ma dignité, mon orgueil à protéger, et en un éclair je pris ma décision, je m'en fichais de la France et du monde, et de lui répondre « Je ne prendrai ni le prochain, ni l'après-prochain ». Je ramassai mes affaires, fis 3 pas en direction du poste suisse pour me retourner leur jeter toute ma haine au visage. De son proche poste, l'agent suisse avait suivi la scène et n'en était ni à la première ni à la dernière du genre. Presque contrit, dans son bon accent genevois me dit ces phrases que je rapporte textuellement. Ils sont toujours comme ça avec vous autres arabes, ce sont des racistes, ces trous de cul. De la première cabine, j'appelai Olivier qui, après avoir vilipendé et versé sa colère sur toute l'institution policière, se proposa de venir me chercher de Genève. Mais entre le souhait de rester en Suisse et l'amertume de ne pas retourner à Oléron, le premier l'emportait. En somme, les 2 flics français n'étaient que les agents du destin que je devais accomplir.